Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pas d'analyse, on va faire la FAQ. Vous avez été un certain nombre à me poser des questions hier sur Instagram, on va essayer d'y répondre. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Victoire difficile hier du Barça contre Las Palmas. À Las Palmas, une équipe pas évidente à jouer, on le sait, enfin statistiquement parlant on va dire, hein, sans trouver d'excuse au Barça qui a été encore une fois médiocre. Las Palmas c'est une équipe difficile à battre qui a rarement pris plus d'un but dans cette Liga et qui n'avait jamais pris, en tout cas cette saison, 2 buts à domicile. Voilà, c'était un match franchement c'était compliqué parce que on comprend pas pourquoi en fait d'entrée de match à chaque fois on a toujours du mal, on dirait que rien ne va en première mi-temps et puis à chaque fois on attend la deuxième mi-temps pour que l'équipe réagisse et se mette à jouer comme elle devrait jouer. Donc on voit souvent ça sur les réseaux, dans les commentaires, tout ça. Il y en a qui disent que le coach est lâché par les joueurs. J'avais vu sur Twitter il y a quelques temps, j'avais vu un tweet intéressant, intelligent, qui disait que si l'équipe réagit à chaque fois à la mi-temps, c'est signe aussi que le vestiaire n'a pas totalement lâché le coach. Parce que si le vestiaire avait vraiment lâché le coach, l'équipe elle réagirait pas. Je dis pas que c'est bien, putain l'équipe est derrière le coach, elle réagit à chaque fois à la mi-temps et on fait toujours une première mi-temps dégueulasse. Mais ça prouve aussi que le discours du coach à la mi-temps il change des choses. Donc les joueurs n'ont pas totalement lâché, je pense. Donc voilà. Bref, c'est un point de vue. Je sais qu'il n'est pas partagé par tout le monde, mais que voulez-vous. En attendant, le Barça, bon voilà, il n'y a pas grand-chose qui tourneront. Les joueurs, le coach, il n'y a pas grand-chose. Hein. Franchement, c'est assez tristouné. On démarre l'année comme on l'a fini, de manière un peu compliquée. On va voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Bon, on va avoir un mois de janvier assez, pas forcément décisif pour la fin de saison, mais un mois de janvier qui va être compliqué. Là, on a un match de Coupe d'Espagne dimanche. Bon, certes, c'est contre une division 3 ou 4, je sais plus, 4 je crois, si je dis pas de bêtises, je m'en souviens pas. Logiquement, une équipe à notre portée, à notre niveau peut-être aussi, je sais pas. Mais logiquement, on devrait gagner contre eux. Et puis après, quand même, la semaine prochaine, il y a la Super Coupe d'Espagne. Donc déjà, un match contre Osasuna. Osasuna n'est pas au mieux là en ce moment, mais ça reste un match de coupe, tout ça. Donc on sait jamais ce qui peut se passer. Et puis si jamais on bat Osasuna et qu'on va en finale, on tape soit le Real Madrid, soit l'Atlético Madrid. Donc potentiellement un Classico encore dans une semaine. Et un Classico, on connaît l'importance des Classicos psychologiquement pour la fin de saison. On est un peu dans la même situation peut-être que la saison dernière. Sauf que la saison dernière, on était quand même un peu mieux que ça. Mais si on arrive à gagner cette super coupe contre le Real Madrid, je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est vraiment possible vu le niveau qu'on a actuellement, mais en tout cas si on le fait, ça peut déclencher quelque chose chez les joueurs, on espère, tu vois, quelque chose de positif évidemment, et au contraire, si jamais l'équipe n'y arrive pas, ça peut être dangereux. Donc vous avez été assez nombreux, on va dire, à me poser des questions. Bon, je comprends qu'après un match comme ça, il n'y en ait pas non plus des centaines de questions. Je vais essayer de prendre un maximum de questions, mais je pourrais pas prendre tout évidemment, je vais essayer de faire ça rapidement, essayer d'être court dans mes réponses, pas trop prendre de temps non plus, et on va le faire en freestyle évidemment comme d'habitude. On commence avec Baumé qui donne une déclaration de Sergio Roberto. Ça m'a fait rire, donc j'étais obligé de le dire. Il n'y a pas de question, mais ça m'a fait rire, frérot. Merci pour ce moment de bonheur. Qui me dit donc déclaration de Sergio Roberto qui dirait je ne pense pas au Ballon d'Or. Donc ça me fait rire parce que vu que tu vois c'est un peu la vanne. Bref, si vous n'avez pas compris la vanne, je peux pas faire grand chose pour vous, mais merci à toi, frérot, ça me fait rire. Ensuite, on a Thomas qui dit cette année le pressing et l'agressivité positive, oui certes le pressing, l'intensité, tout ça, c'est une catastrophe. Oui, cette saison, c'est vraiment la cassure avec la saison dernière. On avait la saison dernière, certes, on n'a pas toujours vu des bons matchs, tout ça, hein, surtout en deuxième partie, en fin de saison où c'était compliqué. Mais on avait quand même, au moins ça pour nous, une solidité défensive, déjà vraiment solide derrière. Très peu de buts encaissés. Déjà là, on a encaissé plus de buts en une demi-saison que sur toute la saison dernière. Donc déjà, ça montre un petit peu le problème. Non seulement donc la défense est très fébrile derrière. Hein, on voit qu'on encaisse sur la moindre action, donc ça c'est très dangereux. Il va falloir vraiment que les mecs, je sais pas, parce que c'est très compliqué. Si t'encaisses sur la moindre occasion, ça va être très compliqué cette fin de saison, les gars, hein, parce qu'on pourra pas toujours jouer contre Las Palmas. Las Palmas, je l'ai dit, c'est une belle équipe qui sait bien ressortir les ballons très proprement, qui
était très cohérente dans le jeu, beaucoup de fluidité, des joueurs qui sont assez intéressants, techniquement ballopés. Et encore, il manquait, je crois, Jonathan Vieira. Il me semble hein, que je ne l'ai pas vu. Et Las Palmas hier était pas fou. Hein. Comparé à d'habitude, ça joue quand même un peu mieux. Là, ils étaient pas dans un grand moment, j'avais l'impression. Mais quand même, c'est une belle équipe qui propose un jeu assez sympathique. Mais après, devant, ça n'est pas dangereux, Las Palmas. Ils ont toujours du mal à marquer. Souvent, il y a des 0-0, des choses comme ça. C'est très faible, offensivement. Ils ont Mounir et Sandro, des anciens du Barça. Hein. C'est eux qui ont marqué sur l'action, d'ailleurs. Enfin, Sandro passe pour Mounir. Mais bon, bref, ça, c'était évident. Mais offensivement, Las Palmas, c'est pas très fort, quoi. Donc c'est pas très dangereux. Donc si on tombe contre des équipes qui sont beaucoup plus efficaces devant, beaucoup plus dangereuses, qu'est-ce que ça va être quoi. Donc il faut vraiment qu'on retrouve cette solidité défensive et qu'on retrouve un pressing vraiment intéressant. Mais le problème les gars, c'est très clair. De toute façon le pressing, notre problème de pressing se passe au milieu. Principalement. Certes, on a des attaquants qui font pas toujours les efforts pour presser, c'est un fait. C'est pour ça que Joao Félix est sorti du 11. Mais au milieu de terrain, ça ne fonctionne pas très bien. Parce qu'on n'a pas de vrai 6. Donc c'est pas l'excuse de c'est pour ça que c'est pas bien, pauvre Xavi, c'est pas lui qui est mauvais, c'est qu'on n'a pas de vrai 6. Non, c'est pas ça. C'est que pour bien défendre aussi, avoir un milieu... Il faut un milieu récupérateur. On n'a pas de milieu qui défend dans cette équipe. C'est comme quand on voit des compos, les gars. Quand on voit des compos sur Twitter, sur Internet, machin. Ouais, on va mettre tac, tac, tac. On va mettre ça. Il n'y a que des attaquants, tu sais. Comme la fameuse compo Mbappé, Benzema, Vinicius, Rodrigo, tu sais. Il y avait 50 attaquants sur leur truc. Tu peux pas jouer comme ça. Limite, t'as des milieux de terrain en défense. Voilà, t'as un ou deux défenseurs sur ta compo. Non, tu vois. Il te faut des mecs qui défendent aussi. Il faut un équilibre dans les équipes de football. Tu peux pas juste avoir des attaquants et espérer que des milieux de terrain qui sont offensifs arrivent à récupérer des ballons, à gratter des ballons comme si c'était des milieux défensifs de ouf. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc voilà, et depuis le départ de Busquets, on n'a pas réussi à remplacer le truc. Oriol Romeu qui est arrivé, mais Oriol il est tellement cataclysmique dans le jeu, et en plus de ça, il est pas il apporte pas tant que ça à la récupération défensivement, donc en fait, on n'a pas trop de solutions. La seule solution, ce serait de faire confiance potentiellement à Casado ou d'aller chercher un mec, un 6 là en hiver, mais je vois pas qui on peut aller chercher comme ça de libre, ça me paraît compliqué l'histoire. Ça me paraît compliqué. Mais quand tu n'as pas de 6, de milieu récupérateur, tu peux pas t'attendre à des miracles défensivement. Parce qu'en fait, devant ta défense, t'as personne. Et sur certaines actions, on peut le voir, t'as la défense qui est un peu livrée à elle-même. Déjà que les défenseurs sont fébriles, sont pas très sereins, tu vois, derrière. Mais en plus de ça, devant la défense, t'as pas ce milieu qui vient boucher les espaces, qui vient gratter un ballon, faire un pressing, tu vois. Non, le problème c'est ça, et c'est que le défenseur il est livré à lui-même. Soit il sort sur l'attaquant et il laisse un espace derrière lui dans son dos, potentiellement ça peut être dangereux. Soit il laisse venir, tu vois. Mais ta défense, elle est livrée à elle-même, quoi. Je ne le comprends pas. Voilà, moi c'est une des choses que je comprends le moins chez Xavi, en tout cas dans le staff, c'est que on n'essaie pas de trouver une solution par rapport à ça. C'est bien beau. Là, on a mis Sergio Roberto. Sergio Roberto hier, moi, je me suis dit bon, pourquoi pas mettre Sergio Roberto, l'utiliser assez bas. T'as Sergio Roberto qui fait le travail défensif, on va dire, même si c'est pas sa spécialité, mais qui essaie de se donner, parce que c'est un mec, voilà, qui va faire ce qu'on lui dit. Et il a été de latéral droit pendant des années, alors que le gars était mauvais. Donc bref, tu lui dis de défendre. À côté, t'as Frenkie qui ne sait pas défendre, qui n'a pas envie, comme je l'ai déjà dit, mais bon, ça, il suffit de voir les matchs. Mais qui est un peu libéré. Mais le problème, c'est ce qu'on a vu hier, c'est que Gundogan, il jouait en double pivot, comme d'habitude en fait. Et moi, c'est pas ce que je veux. Et c'est un truc qui est pas logique. Je comprends pourquoi Gundogan est utilisé dans le double pivot avec Frenkie. J'avais dit que je répondais pas pendant longtemps aux questions, ça fait 3 heures que je suis sur celle-là. Bref, je comprends pourquoi Gundogan est là, parce que il faut sortir les ballons proprement et tout ça sous un pressing. Ok, mais le problème, c'est qu'en phase défensive, c'est pas à lui de défendre, il ne sait pas défendre Gundogan. C'est un peu comme Frenkie, les deux sont pas excellents, n'excellent pas là-dedans. Donc avec ballon, ça va. On est tous contents. Mais quand on est sans ballon, quand il faut presser tout ça, eh ben Gundogan, il a tendance à sortir pressé, à s'envoler. Mais qui est devant la défense à gratter? Qui est le gars qui, comme Busquets la saison dernière, ou bref, pendant des années, puisque de toute façon, on n'a jamais su remplacer Busquets. Et voilà, il y avait Busquets qui était là. Lui, il était toujours là, devant la défense. C'est l'avant-dernier rempart, tu vois. Il est là pour boucher un petit peu. Alors certes, il avait des carences, mais il était là. Et là, il n'y a personne, en fait. C'est même pas que les mecs savent pas trop défendre, c'est qu'ils sont pas là, déjà. Donc il va falloir travailler là-dessus, les gars, mais...
peut attendre longtemps. Hein. Ensuite, on a Yves Rodolphe qui dit Xavi leur dit quoi concrètement à la mi-temps pour que ça change en deuxième? Bah, c'est ce que je disais en début de vidéo. Franchement, je sais pas. Je sais pas, mais il y a un délire avec ça quand même. On peut voir quand même qu'il y a un certain problème. Je sais pas trop en fait quoi en penser de tout ça parce que d'un autre côté, on se dit bon, voilà, en deuxième mi-temps, on trouve les solutions. La mi-temps, Xavi, il a le bon discours pour que les joueurs réagissent généralement, mais c'est pas normal. Ça devrait pas se passer comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en première mi-temps, les mecs à chaque fois jouent mal. À chaque fois on démarre mal les matchs. Pourquoi on démarre mal les matchs? C'est un grand mystère. Pourquoi est-ce qu'on est mal préparé? Est-ce que le coach qui prépare les matchs avec son équipe, son staff technique, ils analysent tout ça? Est-ce que on analyse si mal que ça? Est-ce que les matchs sont si mal préparés? Parce que là on dirait que à chaque fois qu'on démarre un match, on n'a pas les solutions. L'équipe, elle est pas cohérente, ça joue pas très bien, machin. Voilà, bon, ça veut pas dire qu'en deuxième, c'est la folie. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc, première mi-temps, ça se passe pas très bien. Et il y a la mi-temps, le coach qui parle. Allez les gars, oh, n'oubliez pas, faut se faire des passes. Ah ouais, c'est ça, c'est pour ça. C'est ça qu'il faut faire. Se faire des passes et marquer dans le truc, le carré là, blanc, là, le rectangle. Ouais, c'est ça. Ah ok. Bon, vas-y, on va essayer. Et puis voilà, et puis en deuxième mi-temps, c'est un peu mieux. Donc qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je critique les joueurs aussi qui ont une attitude qui n'est pas normale. Mais je peux pas ne pas critiquer aussi le staff technique. Même s'il y en a qui disent je défends toujours, mais non, je ne défends pas toujours. Mais là, il y a un problème. Il y a un problème de préparation de match. Parce que ça arrive à tous les matchs. Et les joueurs, les équipes ne jouent jamais de la même façon. Mais à chaque fois, on n'arrive pas à la première mi-temps. Donc est-ce que vraiment il y a une qualité dans la préparation des matchs? C'est à se demander. Si on a l'impression qu'on prépare le match d'une certaine façon, ouais, on est sûr qu'on va jouer, ils vont jouer comme ça en face. Donc on joue comme ça. C'est dégueulasse. Deuxième mi-temps, donc on revient, c'est beaucoup mieux. Donc à la mi-temps, en fait, toute la première mi-temps, il y a l'équipe technique, le coach et tout qui voit, qui dit ah mais en fait, ils jouent comme ça, on devrait plutôt faire ça, tu vois. Et à la mi-temps, Xavi il va te dire, ou n'importe qui va dire, on devrait plutôt jouer comme ça. Et en deuxième mi-temps, là, ça va mieux, on trouve des solutions. Donc il y a bien un problème quelque part. Et je pense que la préparation des matchs, elle est cataclysmique. Je sais pas quoi dire d'autre. Ensuite, on a une question de Reda qui dit t'en as pensé quoi de la deuxième mi-temps de Frenkie de Jong? Il ne sera jamais un pivot, il doit jouer plus avancé. Frenkie ne sera jamais un pivot parce que ce n'est pas un pivot de toute façon, on le sait. Il y en a qui ont fait des propagandes, tout ça, on n'oublie pas hein, évidemment. Bon, j'ai pas de nom comme ça, hein. Je dis juste que j'oublie pas ce genre de truc qu'on voyait sur les réseaux où ça demandait que Frenkie devait prendre la place de Busquets, tout ça. Alors dans certains moments, forcément, même moi j'étais d'accord parce que Busquets il a eu des moments où il était pas la saison dernière mais la saison d'avant où il était catastrophique, donc je demandais à tester autre chose. Mais on le sait, on le voit bien, Frenkie n'est pas un pivot défensif, c'est un joueur qui peut jouer dans un double pivot et qui aide à ressortir les ballons. Mais le problème c'est qu'il y en a qui pensent que, comme Omar Da Fonseca hein, sur Bein, qui pensent que Frenkie de Jong peut être mieux quand il est plus offensif. Alors peut-être que oui, mais Frenkie n'est pas un joueur offensif. Il pourrait l'être. Moi, on m'a demandé dans mon live d'hier ce que je pensais un peu de Frenkie de Jong, tout ça. Moi, je pense que c'est un joueur qui se limite vachement dans sa tête. Il se limite tout seul. C'est un joueur qui pourrait faire beaucoup mieux, beaucoup plus, être beaucoup plus complet. C'est un joueur qui a un potentiel monstre en fait, que ça soit défensivement ou offensivement, tu vois. Il peut être encore plus complet comme personne. Sauf que là, il se limite un petit peu. Il aime beaucoup, ce qu'il aime faire, Frenkie, c'est jouer bas, ressortir les ballons, balle au pied. Il est le meilleur là-dedans. Le meilleur du monde pour moi. Dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'il vient chercher les ballons assez bas, il se projette et il casse des lignes avec la balle, tu vois, les premières lignes de pressing, il les casse assez facilement. C'est le meilleur dans ce domaine-là. Donc de base, c'est un joueur qui nous sert à ça. Ensuite, il faudrait qu'il se projette un peu plus, mais pour ça, il faudrait qu'on ait un vrai milieu défensif à côté de lui. Comme ça, il pourrait peut-être se projeter un petit peu plus et derrière, tu aurais quand même un mec qui reste. Mais le problème, c'est que quand tu as Gundogan à côté, c'est un joueur qui aime bien aussi aller de l'avant. Donc derrière, tu n'as plus personne. Donc c'est compliqué. Après, est-ce que Frenkie devrait se projeter comme... Parce que Omar disait ça hier, il disait à la place de Roberto qui se projette, faudrait que ce soit Frenkie de Jong qui se projette. Mais si Frenkie le fait pas, c'est parce qu'il aime pas spécialement le faire les gars. Rappelons-nous des déclarations de Frenkie de Jong qui disait, il disait moi j'aime bien jouer bas sur le terrain. J'aime sortir les ballons. Tout ce qu'il fait là, en fait, c'est ce qu'il aime faire. Frenkie de Jong, s'il aimait bien marquer des buts, s'il était attiré par les buts, on l'aurait vu déjà depuis longtemps. Même à l'époque où il jouait plus haut, même début Xavi, quand Xavi est arrivé, on jouait avec Busquets, on jouait avec trois joueurs au milieu. On avait Busquets, on avait Pedri et on avait Frenkie. Un milieu à 3 avec une pointe basse. Frenkie jouait un peu ce rôle-là de box to box avec un Pedri un peu plus à la création, mais Frenkie, il se projetait un peu plus offensivement, mais
il n'était pas non plus incroyable offensivement. Je veux dire, il claquait pas des buts à tous les matchs, tout ça. C'est déjà un joueur qui l'a fait par moment. On peut pas dire le contraire. Mais je ne dis pas qu'il n'est pas capable de le faire. Je dis que lui-même se limite. Déjà. Parce qu'on l'a déjà vu par moment, même cette saison-là où il a marqué des buts, il se retrouve dans la surface, ou la saison dernière, la saison d'avant, j'en sais rien. Mais il y a eu des moments où il s'est projeté. Il s'est projeté et il marquait des buts, même des buts de la tête. Enfin, c'est vraiment léger, hein, tu vois, 1 ou 2 buts de la tête par-ci par-là, j'en sais rien. Mais il y a des fois où il se projetait. Même, il y a des fois où il a mis des beaux buts, un but contre Naples, on s'en souvient, mais c'est léger. Mais c'est pas un joueur offensif qui va marquer beaucoup de buts. C'est comme ça. Mais c'est pas non plus un joueur qui va faire des différences dans les petits espaces quand la défense elle est regroupée, tu vois, et qu'il faut trouver une solution techniquement ou un truc comme ça. Il va pas spécialement le faire. En tout cas, pas très souvent. C'est un joueur qui n'aime pas spécialement. Donc jouer plus haut, je ne sais pas. Mais pour moi, il est capable. Il est capable d'apporter plus offensivement, Frenchie. C'est juste que lui-même se limite, tout simplement. Il y en a qui vont dire, ouais, c'est plutôt le coach qui le limite. Mais le coach, les gars, la seule chose qu'a fait Xavi, c'est le mettre dans sa meilleure position, dans sa position préférentielle, Frenchie. On l'a vu la saison dernière. De base, Frenchie, depuis qu'il est au Barça, il a jamais joué 6. Tout le monde disait, ah, c'est à cause de Busquets, il devrait jouer 6. Ce n'est pas un 6. Il est pas bon là-dedans. Il ne sait pas récupérer un ballon. Il est trop nonchalant, pas assez agressif, même si hier, il a réussi beaucoup. Il a réussi énormément de duels. C'est un record depuis 2005-2006, je crois. Donc bravo à lui. Mais c'est pas un joueur qui va naturellement gratter les ballons, c'est pas un 6, c'est pas un milieu récupérateur quoi. C'est un mec dans un double pivot qui joue un peu box to box, qui vient ressortir les ballons, qui se projette un peu vers l'avant, qui casse des lignes, voilà. Lui-même doit quand même arrêter de se faire un blocage, de se limiter dans ce qu'il peut faire. Il faut qu'il grandisse là-dedans, j'en sais rien, tu vois. Qu'il ose un petit peu plus. Ça lui fera du bien et ça nous fera du bien aussi à nous parce qu'il a quand même les qualités pour le faire. Ensuite, on a une question de Martin qui dit je trouve qu'on avait bien entamé la partie avec une belle action construite, mais la blessure de Cancelo a cassé le rythme de l'équipe. Es-tu d'accord? Oui, c'est ce que j'ai dit dans mon débrief hier, c'est qu'on a l'impression que le début de match était sympa. Le début de match, il y avait quelque chose, il y avait 2-3 actions construites un petit peu, ça attaquait, j'avais l'impression de... Franchement, j'ai eu... Alors, c'était pas fou, hein. Je me suis pas dit, ah, c'est la révolution, j'ai l'impression qu'il y a Messi et Iniesta sur le terrain. Non, mais on a vu un début de match sympa et je me suis dit, franchement, c'est pas dégueu ce qu'on voit, c'est pas mal. On voit quelque chose dans les intentions, offensivement. J'ai l'impression que les joueurs ont un peu plus envie, tu vois. Je parle ça, c'est dans les 5 premières minutes, hein. Vraiment, c'est léger. Mais... Vraiment début de match, ouais, je sentais quelque chose de différent. Je me suis dit, on commence bien l'année, on va voir ce que ça va donner le match. Et puis là, quand Cancelo s'est blessé, on a fait rentrer Christensen, on est passé avec 3 centraux, et là, d'un coup, finito. On n'a plus grand chose, on a eu 2-3 actions vraiment, et encore, en première mi-temps, en deuxième mi-temps c'était mieux, forcément, mais en première, vraiment, il n'y avait plus rien. On s'est éteint, on a commencé à faire des longues balles là, des longs ballons au-dessus de la défense, c'est tout. À essayer de faire que ça. Donc forcément, quand Cancelo a sa blessure... nous a dérangé parce que Cancelo c'est quelqu'un qui apporte, que ça soit au cœur du jeu sur un côté, il peut tout faire. Regardez sur l'action là où il se blesse, il allait frapper à l'intérieur de la surface. Donc c'est vraiment un joueur qui offensivement apporte. On avait 2 latéraux qui montaient, vraiment, donc on était dans un système, dans une animation assez offensive. On a gardé cette animation là, mais avec Koundé. Et Koundé, on sait que offensivement, il apporte pas. Pour moi, si Koundé joue à droite, et on doit jouer dans une défense à 3 et être à 3 derrière. 3 défenseurs centraux constants. Pour moi, Koundé, quand il monte dans le couloir, tout ça, il peut pas apporter autant qu'un Cancelo, autant qu'un joueur offensif, parce qu'il a pas cette qualité offensive, quoi. Même si à un moment, il nous a tenté un petit dribble double contact, tac dans la surface, et j'ai dit oh là, Ronaldinho prime quoi. Incroyable. Mais c'est pas un joueur à qualité offensive très, très élevée quoi, forcément. Ensuite, question de Red One qui dit pourquoi on se prend toujours le premier but? C'est une bonne question. Mon doigt-nous. Très bonne question. Bah, c'est très simple, enfin c'est très simple. C'est qu'on a une équipe qui fait des mauvaises entames de début de match. À chaque fois on entame les matchs de manière assez médiocre. On fait toujours des mauvaises premières mi-temps depuis très longtemps déjà. Et en plus de ça, on a toujours devant des assassins. Donc forcément, les mecs sont pas efficaces. Donc en fait, on démarre le match, c'est porte ouverte. Allez les gars, marquez le premier but. Et à chaque fois, on est une équipe à réaction. On réagit plutôt qu'on agit, quoi. Donc c'est toujours pareil, ça n'a pas changé, hein. En tout cas, depuis le début de la saison, c'est généralement ça. On encaisse et puis après, t'as l'équipe qui se réveille d'un coup. Et des fois, elle se réveille trop tard et on n'a pas le temps d'aller gagner les matchs, mais c'est tout le temps comme ça. Est-ce que c'est normal? Non, mais pourquoi? Bah, faudrait demander ça aux joueurs, aux coachs, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est difficile à comprendre, j'aime. Parce que c'est tout le temps la même chose, mais les mecs refont tout le temps la même chose. Faudrait peut-être changer les joueurs, je sais
pas, vu qu'on peut pas vraiment changer le coach, les gars, il y en a, ils veulent changer de coach et tout en plein milieu de saison, ça n'arrivera pas spécialement. À moins d'une grosse catastrophe, là on perd la Super Coupe, le championnat, on commence à descendre, on est 6ème, 7ème, la Ligue des Champions, on se fait éliminer, voilà, là oui, ça va dégager Xavi très rapidement. Mais là, dans cette situation-là, le coach ne changera pas, les gars, je vous le dis. Donc autant tester d'autres choses. On l'a déjà dit ici sur la chaîne, il y a quelques vidéos en arrière, quelques matchs. Tu ne peux pas t'attendre à un résultat différent quand tu mets les mêmes joueurs qui sont catastrophiques. Devant, on a Rafinha, Lewandowski, ils sont mauvais, ils sont très mauvais. Et tu les remets encore. Parce que Lewandowski, c'est Lewandowski, alors il est titulaire indiscutable, mais faut arrêter, il faut arrêter avec Robert. Si Robert, il n'a plus toute sa tête, toutes ses jambes, enfin s'il est en déambulateur comme ça sur le terrain en train d'avancer, il faut le changer. C'est Robert, oui, Robert De Niro a été un grand acteur, mais au bout d'un moment, frérot, si Robert De Niro, il est trop vieux, il commence à baver et tout, tu peux plus le faire jouer, le parrain. Et là, c'est pareil avec Lewandowski. Au bout d'un moment, frérot, si t'as plus l'âge pour jouer au foot de haut niveau, va jouer avec les autres. Avec l'Arabie Saoudite là-bas, là. Va te faire plaisir, frère. Tu vas dans le désert, ils jouent au football sur des chameaux, les types sont là. C'est un bon délire, c'est un autre concept. C'est un autre concept, mais pourquoi pas essayer ? Pourquoi pas essayer ? Tu peux nous rapporter un petit peu d'argent aussi au passage, moi ça me va. Ensuite, on a Souleymane qui dit: qu'as-tu pensé du niveau de Sergi Roberto ? Bah écoutez, Sergi Roberto... Je sais pas quoi dire. Sergi Roberto, on va pas faire le gars. Sergi Roberto, c'est incroyable. Meilleur joueur de tous les temps. Le GOAT, le vrai GOAT, c'est Sergi Roberto. On le sait tous. Au fond de nous, on le sait tous. On nous a caché la vérité. C'est encore un complot, ça. Eh oui, Sergi Roberto est le vrai GOAT du football. Que voulez-vous que je vous dise, moi ? Sergi Roberto, il agit en capitaine, voilà, tout simplement. Il fait avec ce qu'il a. Il a des outils dans sa boîte à outils, il a quelques outils, il n'en a pas beaucoup, tu vois. Comparé à certains dans l'équipe qui en ont beaucoup, mais qui ont perdu leur caisse à outils. Lui, il a sa caisse à outils toujours sur lui. Il a quelques outils dedans, mais il y va, quoi. Il est plein de bonne volonté, c'est tout. Il a envie, il est motivé, il est peut-être porté par son amour pour le maillot, par son brassard de capitaine, j'en sais rien, mais en tout cas, il monte, il a envie. Le mec était partout hier. Alors c'est pas le meilleur joueur du monde, c'est pas le... voilà, qualité technique, frappe, tout ça, c'est pas un monstre du football, Sergi Roberto, mais quand t'as envie, quand t'es sur le terrain et t'as vraiment envie de jouer, t'es motivé, ça donne ça. Ça donne un mec qui est meilleur que quasiment tous les joueurs sur le terrain. Alors ils vont me dire, ouais, Frenkie était le meilleur joueur. Oui, forcément, Frenkie est un meilleur joueur de football que Roberto. Et hier, Frenkie, il a fait un bon match. Ferran Torres a été décisif. Sans faire un grand match, il a été décisif. Sergi Roberto, pareil. Sauf que Sergi Roberto a fait un bon match encore. Ils vont dire, ouais, Sergi Roberto commence à faire des bons matchs, on va le mettre titulaire. De toute façon, en ce moment, on n'a pas trop le choix. Il y a soit Fermin Lopez, soit Sergi Roberto. Forcément, moi, je préfère voir Fermin Lopez, même pour le futur, tout ça, je préfère voir Fermin Lopez titulaire. Mais Sergi Roberto, on peut pas dire qu'il mérite pas d'être titulaire. Si on parle de méritocratie, à chaque fois on parle de ça, ouais, il y a des joueurs, ils méritent pas d'être sur le terrain. Mais Sergi Roberto mérite en ce moment. Est-ce que Félix mérite vraiment? Je sais pas, par son attitude, par ses qualités, peut-être qu'il mérite d'être sur le terrain, Joao Félix. Mais son attitude, pas forcément extra sportive, mais vraiment juste, il faut presser, faire les efforts, tout ça. Des fois, il le fait pas. Mais c'est pas comme si Lewandowski ou Rafinha méritaient d'être sur le terrain aussi. Je veux dire, quand on voit les matchs qu'ils enchaînent, Lewandowski ne mérite pas d'être sur un terrain de football. Pas sur celui du Barça en tout cas. C'est tout ce que j'ai à dire, j'en peux plus. Ensuite, on a Ilian qui dit, on fait quoi avec Baldé? Honnêtement, il est méconnaissable. Ouais, c'est... Hier, dans le débrief, j'ai dit... Baldé, machin, j'ai parlé de Baldé, après j'ai dit bon, j'en parlerai après, et j'ai complètement zappé d'en parler. Peut-être parce que ça méritait pas d'en parler. Mais Baldé, il y a un vrai problème. Mais après, je l'avais dit, Baldé, il y a des problèmes, machin. On m'avait dit, ouais, n'importe quoi, machin. Je l'avais déjà dit depuis le début de la saison que Baldé était pas bon, tout ça. On m'avait dit, t'abuses, t'es méchant avec Baldé, machin. Mais c'est pas un problème en soi, c'est pas un définitif. Baldé, c'est un jeune joueur, tout ça, faut qu'il reprenne la confiance. Mais voilà, faut qu'il travaille sur beaucoup de choses. Mais Baldé, c'est pas comme si c'était un joueur fini, tu vois. Il a à peine commencé le foot. Mais Baldé, voilà, on le sait que depuis le début de la saison, il est pas très bon. Il est pas très bon. Hier, je l'ai trouvé plutôt bon dans ses courses. C'est ça le truc. C'est que d'habitude, Baldé, ce qu'il a comme problème, c'est qu'il est mauvais sans ballon. Il fait pas d'appel dans la profondeur, il se rend pas disponible, il est pas connecté avec le jeu. Des fois, il est là sur le bord du terrain, il attend. Tu le vois qu'il bouge pas, il est dans son couloir et tout ça, il fait pas d'appel, il fait rien. Quand il fait des appels, on lui donne pas le ballon, donc peut-être ça le décourage. Là, hier, il était disponible, il est là tout le temps à faire des appels, faire des courses, tout ça. Sortie de balle, percussion, début de match, il fait des courses, tout ça, il percute. J'étais là, pas mal, Baldé. Puis après, il a commencé à centrer. Et là, tu te dis, un premier centre, ah, dommage. Allez, le prochain. Tu peux rater un centre
Pas 15. Eh si, tu peux rater 15 centres, frère. Si tu t'appelles Baldé, tu peux en rater 15, tu peux en rater 40 même. Je vais regarder la stat. Je vais regarder la stat de centre. Ça se trouve, elle est pas si folle que ça. Hein. Ça se trouve, il a pas raté tant que ça de centre. Mais quand même, on va regarder ça. Baldé, il a fait 6 centres. Il en a réussi 2. Voilà. Donc, il en a raté 4 sur 6. C'est pas si catastrophique. Je veux dire, il a pas fait 10 centres et il en a réussi 1, tu vois. Mais moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Quand j'ai vu le match, j'ai dit, il a dû faire une bonne dizaine de centres. Il en a réussi 1, peut-être, un truc comme ça. Mais c'est tout. Là, bon, 6-2, ça va. Enfin, ça va. Ça va pas, mais tu vois. Mais on a l'impression que quand tu sais que Baldé, il va déborder et tu fais un centre, tu sais très bien que le centre va être dégueulasse. La plupart du temps, c'est ça. Je veux dire, tout le monde l'a vu hier. Je pense que on est tous d'accord là-dessus. Voilà. On a vu beaucoup de trucs qui disaient, ouais, si ça avait été Jordi Alba, on aurait gagné 4 ou 5-0 ou 4 ou 5-1. C'est possible, c'est vrai que ça nous change. Jordi Alba, dans l'attitude défensive, dans la puissance, voilà, il se fait vieux, tout ça, donc il était moins puissant que Baldé, largement, moins rapide, tout ça. De toute façon, il a jamais été puissant et jamais eu une course folle. Il est très vif et il faisait des bons appels et des bonnes passes. Et c'est sûr que ça change. Là, Baldé réussit quasiment aucun centre, donc c'est fatigant, mais il faut qu'il travaille là-dessus, il faut qu'il travaille ses centres. C'est même pas la qualité du centre, c'est dans la zone dans laquelle tu l'envoies. C'est surtout ça. Il envoie jamais dans la bonne zone. Tu peux te louper sur un centre quand t'es à bout de course, quand tu cavales, tu traverses le terrain, tu fais une course de 30 mètres et tu fais un centre. Tu peux te louper 2 fois, ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est de se tromper à chaque fois de zone. Tu fais une passe en retrait quand tu dois faire une passe devant les cages. Tu fais une passe devant les cages quand tu dois faire une passe en retrait. Tu dois l'envoyer au deuxième, tu l'envoies au premier fort, tu vois, sur un joueur. C'est jamais là où il faut, c'est jamais dans le bon tempo, tu vois. Il faut vraiment qu'il travaille là-dessus, quoi. C'est un travail. Et je pense qu'il n'y a pas de problème. Je pense qu'il peut s'améliorer largement là-dedans. Je veux dire, c'est pas définitif, quoi. C'est tout. Ensuite, on a Joy le Boyard qui dit: penses-tu qu'on va faire saison blanche? Car ça sent pas bon tout ça. Je sais pas si on va faire saison blanche. On n'est pas totalement largué en termes de points, en termes de classement au championnat. Je m'en souviens même pas combien on est. On est troisième. On est repassé devant l'Atlético Madrid. C'est une bonne chose. L'Atlético Madrid qui est passé même derrière Bilbao. Bilbao qui avait gagné, donc on était dans l'obligation de gagner. Sinon on passait derrière Bilbao, donc c'était pas fou. Mais c'est serré, hein. C'est très serré. On est à 7 points. On est à 7 points de Girone et 7 points du Real Madrid qui sont ex aequo. C'est pas fini. C'est pas définitif. Mais c'est sûr que quand on regarde Girone qui joue contre l'Atlético là et qui a gagné un match, franchement, voilà, quand tu vois le scénario, c'est incroyable. J'ai pas vu le match, je vais pas faire le gars. Mais le scénario, quand tu vois qu'ils marquent, ils sont revenus au score, ils vont gagner à la fin du match. Ils ont la mentalité pour aller chercher la victoire quand même en fin de match comme ça. C'est le genre d'équipe que tu te dis ils peuvent être champions, tu vois. Cette équipe peut être championne d'Espagne. Mais voilà, puis après il y a le Real qui, malgré tous les absents, arrive quand même à avoir des résultats. À chaque fois, c'est des résultats à l'arrache. Je sais pas si les supporters du Real sont aussi peu satisfaits que les supporters du Barça l'étaient la saison dernière quand on faisait que des 1-0. Là, le Real, ils sont à peu près sur la même dynamique, hein, quand même. Ils vont chercher des résultats, c'est un peu poussif. Quand je dis poussif, hein, je parle pas de Carvajal qui pousse ou qui tient le joueur, hein, pour que je dis Carvajal. Non, c'est pas ça que je dis. Mais c'est un peu poussif dans les résultats. Ça fait des 1-0, des buts, tu vois. Mais ils gagnent, tu vois. Ils ont la mentalité pour aller chercher la victoire. Et c'est ce que le Barça, ce Barça-là de cette saison n'a pas par rapport à la saison dernière. La saison dernière, je dirais pas qu'on était injouable, mais franchement, mentalement, on était très fort. On était très fort, très solide. C'était très dur d'aller chercher une victoire pour les adversaires contre le Barça. Et nous, même si on avait des difficultés dans le jeu, on arrivait toujours à aller chercher à y gratter une victoire comme ça, tu vois. Alors là, c'est ce qu'on a fait hier, tu me diras. Mais tu vois que c'est vraiment très limite. Donc, est-ce que on va faire saison blanche? C'est très possible, les gars, hein. Pour l'instant, on est 3e de Liga. La Super Coupe d'Espagne, je sais pas trop ce qui va se passer. La Coupe d'Espagne, bon, c'est que au début, donc pour l'instant, ça va aller. Pas vraiment savoir, mais la Ligue des Champions, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça va être très compliqué, les gars. Je parle pas contre Naples, mais même si on passe contre... Déjà, Naples, ça va être un match compliqué, mais même si on passe contre Naples, derrière, on en est loin encore. Quart de finale, demi-finale, on tombe sur une équipe comme le Bayern ou Manchester City, c'est du costaud, tu vois. Donc oui, il y a des chances qu'on fasse saison blanche de toute façon, hein. C'est très possible, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. On est en course dans toutes les compétitions. On va pas dire que, tu vois, on va pas crier à la catastrophe, mais c'est sûr que l'équipe, elle doit réagir, elle doit se réveiller, parce que sinon, là, comme on est parti, la saison, elle va pas bien se passer. Et la fin de saison pour Xavi, elle va pas très bien se passer non plus, parce que si on gagne rien, si on fait saison blanche, je pense que Xavi va sauter. Il y a de fortes chances. Ensuite, on a Benatala Yanis qui dit: ça parle de milieu mercato d'hiver, mais tu penses pas que la réelle crise vient de l'attaque?
La crise, elle vient de partout, frérot, c'est ça le problème. Non, franchement, on a une crise en attaque, forcément, on a un manque d'efficacité de fou. Mais le problème, c'est qu'on avait une équipe qui n'était pas très efficace quand même la saison dernière. Mais sauf qu'on arrivait à gagner parce qu'on avait une défense solide et il y a un milieu qui pressait, tout ça. Là, notre problème, c'est un problème d'équilibre. Après, il y a beaucoup de problèmes. C'est ça la merde dans laquelle on est, quoi. C'est qu'on a un problème dans toutes les zones. Ter Stegen n'est pas là en plus. Qui vient pas rassurer la défense. Nos défenseurs, ils sont pas au niveau actuellement. Notre équipe, dans sa globalité, elle presse mal. Notre milieu ne récupère pas de ballon, presse mal aussi. Et notre attaque n'est pas efficace devant. Donc en fait, on a vraiment une équipe qui c'est très limite. Si on gagne les matchs, on sait que c'est très difficile. Je sais pas quel est le plus important. Pour moi, une des choses les plus importantes, pour moi, ce serait d'aller chercher un vrai 6, mais ça ne sera pas le cas en hiver. Je suis quasiment sûr qu'on ne pourra pas aller chercher là au mercato d'hiver un 6. Peut-être par miracle, mais je vois même pas qui pourrait venir en plus de ça. Donc très compliqué. Mais pour moi, il nous manque un milieu qui vient équilibrer toute l'équipe en fait. C'est tout. Si on avait un milieu défensif qui équilibrait un peu tout ça, on aurait peut-être moins de mal en attaque. Peut-être que Gundogan jouerait plus haut et peut-être que du coup il serait plus concentré sur l'attaque et apporterait plus. Peut-être ferait des passes décisives, marquerait un peu plus, tu vois. Hier, sur l'action, sur le penalty, c'est lui qui vient pour mettre la tête. C'est une frappe de Joao Félix, mais qui sait quel est le milieu de terrain qui vient pour essayer de marquer derrière sur les seconds ballons? C'est Gundogan, alors qu'il était dans un double pivot de base, tu vois. Mais c'est un joueur qui est toujours attiré par la surface, tu vois, et qui doit être plus offensif. Et quand il l'est, voilà ce que ça apporte. Il aurait pu marquer, il se fait pousser, il y a penalty, voilà, il marque le penalty, tout va bien. Mais Gundogan, le problème, c'est qu'il est venu au Barça pour apporter sa qualité offensive, et vu qu'on n'a pas de 6, il joue en double pivot. Et on l'utilise comme un gars, comme un pivot en fait. D'un côté, c'est pas la bonne utilisation, mais d'un autre côté, tu veux faire quoi? Soit on fait jouer Romeu, soit on fait jouer Casado. On en revient toujours au même, de toute façon. Mais si Xavi n'a pas confiance en Casado, il n'a pas confiance en Romeu non plus. Parce que Romeu est pas au niveau, tu vois. Donc c'est une boucle. Tu vois, il faut tester des choses, il faut vraiment changer quelque chose dans cette équipe. Xavi, on a cru comprendre dans les médias que on allait avoir un renversement de situation, on allait, c'est fini les gars, il n'y a plus de cadeaux de la part du coach, du staff, de quoi que ce soit envers les joueurs. Si tu ne montres pas ce qu'il faut, tu ne joues pas. On recommence l'année 2024, on a Lewandowski, Rafinha devant. Alors Rafinha, il montre au moins de l'envie, un caractère, tu vois, mais Lewandowski, qu'est-ce qu'il montre? Lewandowski, c'est pas normal. Rafinha, on est tous d'accord, il y en a plein qui disent que Rafinha, il est catastrophique, il est bidon et tout ça. Il y a du vrai là-dedans, mais Rafinha il montre au moins un peu d'envie, de caractère sur le terrain. Lewandowski il montre rien, ni caractère, ni envie, ni qualité, ni efficacité. Il est pas dangereux. Pour un joueur comme Lewandowski, ce n'est pas normal. Donc il faut qu'on teste autre chose. Il y en a dans les commentaires qui m'ont dit hier, on va finir là-dessus, qui m'ont dit ça serait bien de tester autre chose. Joao Félix, Ferran Torres à droite, Victor Roque, ou alors Joao Félix, Ferran et Lamine, tu vois. Je suis d'accord. Quand t'as un problème en attaque, parce qu'il y a un problème d'animation dans l'équipe, mais il y a un problème surtout à la créativité aussi. Efficacité mais créativité. T'as des joueurs qui savent pas trop quoi faire avec le ballon, ils reçoivent le ballon mais c'est pas fluide, il y a rien qui se passe. Ferran, son match d'hier, il est pas mauvais. Il était plein d'envie aussi, des appels dans tous les sens, il venait demander le ballon au milieu pour apporter un soutien, tu vois, pour attirer la défense. Mais il se bougeait le train, quoi. Il se bougeait le cul pour apporter des solutions. Que ça soit dans la profondeur, beaucoup d'appels dans la profondeur. Il était un peu partout aussi, à l'image de Sergio Roberto. C'est des joueurs, c'est pour ça qu'on a souligné un peu le match de leur part hier, que ça a été les meilleurs sur le terrain. Il y en a qui trouvent ça marrant, forcément, on peut rire de ça. On est en 2024 et nos meilleurs joueurs, c'est Sergio Roberto et Ferran Torres, ce n'est pas normal. Mais c'est les seuls joueurs qui montrent de l'envie, en fait. Est-ce qu'il faut avoir une réflexion là-dessus? Se dire, mais c'est peut-être pour ça en fait que eux semblent vraiment être au-dessus des autres. Ils n'ont pas un plus gros talent. Roberto, il est pas meilleur que Frenkie, que Gundogan, que tous les milieux qu'on a. Et Ferran n'est pas le meilleur attaquant qu'on a sur le papier. Mais en attendant, sur le terrain, c'est eux qui montrent un petit peu le plus. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils ont envie, parce qu'ils se bougent. Ils n'ont pas le talent. Quand t'as pas le talent, je l'ai déjà dit, quand t'as pas le talent, il faut au moins que t'aies de l'envie, tu vois. Et ça apporte quelque chose en plus à l'équipe. Tous les joueurs de l'équipe avaient autant au moins d'envie, ils se bougeaient autant que ces deux-là, ça se passerait quand même un peu mieux, je pense. Ça serait pas la folie, mais ça se passerait mieux. On arrête ici les amis. On se retrouve demain probablement. Je sais pas si je sortirai l'avant-match entre l'Union Barbecue.
Je vais pas me moquer d'eux. Je sais plus leur nom, Barbastro, c'est un nom qui ressemble à barbecue, les gars c'est plus facile de retenir. Hein. Donc on va jouer contre la sauce barbecue. On va voir si on apporte les merguez les gars demain. Je sais pas, je vous dirai ça. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.